La Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Cette semaine à Infomag, des organismes de partout à travers la province ont manifesté à Québec le 27 septembre dernier. On vous présente notre couverture de l'événement. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou. Bienvenue à cette émission spéciale d'Infomag. Des milliers de personnes ont pris part à une manifestation dans les rues de Québec mercredi dernier. Dans le cadre de la campagne nationale « Engagez-vous pour le communautaire », les organismes étaient invités à brandir leurs pancartes et crier leurs revendications. Plus de financement, une justice sociale et la reconnaissance de l'action communautaire, c'est notamment ce qui est demandé au gouvernement québécois. Une trentaine d'organismes de chez nous, en Outaouais, ont participé à cette manifestation-là. L'équipe d'Infomag a embarqué en autobus avec eux en direction de Québec. Voici ce que ça donne. Il est présentement 6h40. On est ici au centre Robert-Garten, dans le secteur Hall. Il y a une trentaine d'organismes qui embarquent dans les autobus en direction de Québec pour cette manifestation nationale. Engagez-vous pour le communautaire. On a quand même 6 heures de route à faire. Alors, on part. On vient d'arriver ici au parc de l'Amérique française à Québec. Il y a plusieurs organismes communautaires autonomes qui viennent d'arriver. Ils viennent de partout à travers la province. On va aller à leur rencontre et la manifestation commence très bientôt. On y va. Monsieur Séguin, premièrement, parlez-nous de l'organisme que vous représentez aujourd'hui. Moi, je représente le CIPTO, qui est le Centre d'intervention et de prévention de la toxicomanie de l'Outaouais. Donc, on offre plein de programmes et services pour les gens qui consomment des substances psychoactives. On a aussi le Lab, qui est bien connu, hein, un lieu d'intervention par les arts pour principalement les jeunes de 16-30 ans, mais on ouvre maintenant aux plus de 30 ans, là, une journée semaine. Vous êtes content de savoir qu'on est quand même plusieurs d'Ottawa à venir supporter la cause ici aujourd'hui à Québec? Oui, justement, juste du CIPTO et du Lab, on est près de 25 et c'est donc, oui, les personnes qui sont des travailleurs, des intervenants, mais aussi des participants, des personnes qui reçoivent du soutien de l'équipe d'intervention, même un membre du conseil d'administration. Moi, je trouve ça intéressant que c'est pas une lutte corporatiste aujourd'hui. C'est vraiment pour la justice sociale. Ça passe, oui, par une reconnaissance du financement puis de l'autonomie des groupes communautaires, mais ça passe surtout par une justice sociale là, véridique, là, où justement, il n'y a pas de dumping vers le communautaire. C'est ça qui se passe en ce moment. On coupe dans les services publics et c'est le communautaire qui ramasse. Qu'est-ce qu'on revendique concrètement aujourd'hui? En fait, on demande un réinvestissement dans le système de santé et des services sociaux. On demande du financement supplémentaire pour les groupes communautaires d'action communautaire autonome partout à travers le Québec. On demande aussi une meilleure justice sociale pour l'ensemble de la population. Et content de la réponse de l'Outaouais quant aux organismes qui sont montés avec nous aujourd'hui dans l'autobus? Très contente, oui. On a eu des belles échanges en s'en venant également. On a fait des petits ateliers, tout ça. Donc, on a eu beaucoup de plaisir. C'est super agréable de voir que les gens répondent à l'appel. Et vous pensez que des manifestations comme ça vont réussir un jour à faire avancer la cause communautaire, ce qu'on revendique en fait? Bien, en fait, je crois que c'est une des bonnes méthodes qui nous reste là, pour s'exprimer auprès du gouvernement. Donc oui, j'y crois encore. C'est pour ça que je suis ici d'ailleurs. Nous, en fait, on a comme mission de promouvoir et défendre l'action communautaire autonome. Donc ça s'inscrit exactement dans notre mission d'être ici aujourd'hui. Et grosso modo, la journée qu'on va vivre aujourd'hui, ça va ressembler à quoi?
Donc, on va faire une marche d'à peu près 2 km, là, puis après ça, on va entourer l'Assemblée nationale. On va faire une chaîne humaine autour de l'Assemblée nationale, ce qui est très symbolique, à mon avis, sous le thème « Engagez-vous, vous êtes cernés ». Donc, on demande au gouvernement de s'engager envers nous. Puis ensuite, bien, on va remarcher et on va quitter chacune dans nos régions avec le cœur plein d'espoir. Maison Adriana, c'est dans Hochelaga Maisonneuve, c'est bien ça. Qu'est-ce que vous offrez comme service à la communauté? On a notre banque alimentaire, on a aussi le bazar et c'est environ 300 familles et personnes seules par semaine. Ici, on défend les logements sociaux et nous sommes une belle équipe ici. Une personne seule ne peut pas faire rien. Et c'est ça qu'on essaye de prouver avec tout le monde ici, que tout le monde ensemble peut faire la différence. C'est ça que je crois à ça. Je m'appelle Daphné Leclerc et je suis agente de projet pour l'Association des aidants naturels du bassin de Masquinongé. Donc, on couvre les 17 municipalités de Masquinongé et on soutient les aidants, donc ceux qui soutiennent déjà quelqu'un d'autre. Et vous êtes une grosse équipe aujourd'hui à venir ici manifester? Nous sommes quand même une vingtaine de Masquinongé. Il y en a d'un peu plus haut, de Mekinac, Vallée de Batiscan, mes coéquipières qui sont ici à droite. Donc, on se mobilise aujourd'hui pour tenter de faire bouger les choses, de changer peut-être comment les choses fonctionnent en ce moment dans la société. Ça serait une bonne chose, je crois, puis que les argents soient dépensés intelligemment et aux bons endroits. Vous êtes venu pour quel organisme aujourd'hui? La bouffée d'air du Cœur TB. Ça, c'est un service en santé mentale. Quand on a un léger problème de santé mentale, on va là. Au lieu d'engorger les urgences, qu'on attend des heures et des heures, on va là. C'est un service communautaire, puis ils sont sous-financés. Ils ont de la misère à trouver du monde parce qu'ils ne peuvent pas payer leur monde selon les normes gouvernementales. Puis en plus, le service d'un CLSC, c'est trop long d'attendre. Tandis que là, on a un service immédiat 24 heures sur 24. Quand on a envie de parler, au lieu de péter la coche, faire du mal à du monde ou pendant nous faire du mal, on les appelle puis ils sont toujours là pour nous autres. Pourquoi vous pensez que le gouvernement actuel ne finance pas assez les organismes communautaires? Pourquoi selon vous? Parce qu'ils veulent s'augmenter de salaire eux autres mêmes. Ils oublient une chose, que c'est nous autres qu'on paye leur salaire. On vote pour eux autres pour qu'ils nous représentent, mais ils nous représentent dans nos coupons. Non, merci. C'est nous autres, le patron. C'est pas lui. C'est nous autres qui l'engage. Vous êtes venu avec beaucoup de gens aujourd'hui? On est 3 représentants de la bouffée d'air. On représente le Bas-Saint-Laurent. Puis ça vaut la peine de s'investir dans le communautaire parce que, bien vite, les urgences, on n'aura plus. Vous représentez quel organisme aujourd'hui et de quelle région? Moi, je suis du Centre de femmes de l'essentiel à Belleuil, à Montérégie. Puis il y a beaucoup de centres de femmes parce qu'on sait que toutes les coupures, ça touche doublement les femmes. On est souvent les premières à subir les contre-coups de ça. Alors, il y a beaucoup de centres de femmes qui sont mobilisés avec beaucoup d'autres organismes. Est-ce que vous pensez qu'avec une manifestation comme celle d'aujourd'hui, on va réussir à avoir un impact sur le gouvernement? C'est l'accumulation des choses, je pense. Et il faut montrer aussi à la société qu'on est solidaire, qu'on se tient puis qu'on y croit à ça. Monsieur Couillard n'a qu'à bien se tenir. On n'a pas fini. On va avoir un gros automne. Monsieur Nadeau-Dubois, content de voir qu'il y a beaucoup de gens ici à Québec aujourd'hui? Ah oui, c'est vraiment une belle mobilisation, c'est le fun de voir ça. Des gens de partout au Québec, beaucoup de gens, des gens de toutes sortes de groupes qui sont actifs dans toutes sortes de milieux, mais qui s'entendent sur une revendication claire. Il faut donner plus de moyens au milieu communautaire, qui puisse vraiment faire son travail. Et malheureusement, on vit dans une société où les inégalités sociales sont de plus en plus importantes. Donc le travail de ces groupes-là est de plus en plus important. Et pour nous, à Québec solidaire, c'était juste normal, c'était la moindre des choses que d'être ici aujourd'hui et de marcher aux côtés de ces gens-là. Et vous, en tant qu'homme politique, vous voyez tout le communautaire comme une dépense ou comme un service essentiel dans une communauté?
c'est en fait, non, bien sûr que c'est pas une dépense, ça, c'est certain, c'est un investissement, parce que de l'argent qu'on investit dans le mouvement communautaire, c'est des économies qu'on fait après ça dans les soins de santé, c'est des économies qu'on fait en sécurité publique, et plus largement que ça, c'est beaucoup les groupes communautaires qui entretiennent le filet social au Québec, qui maintiennent le filet social, avec toutes les coupures qu'il y a eu depuis, pas seulement le dernier gouvernement libéral, mais depuis plusieurs décennies, les coupures successives. Les groupes communautaires sont devenus de plus en plus importants pour rattraper les gens qui sont échappés par nos institutions publiques. Donc, c'est absolument vital pour la société québécoise le travail que font les groupes communautaires. Et pour nous, c'était très important d'être ici pour les appuyer. L'enjeu, c'est que les gouvernements successifs n'ont pas de façon importante reconnu le rôle que jouent ces groupes-là, notamment lorsqu'on les laisse être dans leur autonomie. Alors, moi, la revendication du financement à la hauteur des besoins des groupes communautaires, je sais ce que ça veut dire, c'est le financement à la hauteur des besoins de ce que les Québécois et Québécoises ont besoin. Et pas seulement les groupes. Ça, on n'est pas dans une logique marchande d'un groupe communautaire. On est vraiment là au service de la population. Fait que moi, je suis super heureuse d'être là. Je suis super heureuse de voir le nombre de personnes qui sont là. Et j'espère que ça fera encore bouger un peu plus le gouvernement libéral. Admettons qu'on se dit Québec solidaire est au pouvoir. Qu'est-ce qu'on offrirait aux communautaires autonomes? Bien, ce que Québec solidaire, premièrement, jamais on remettra en question votre autonomie, comme les libéraux sont en train de le faire en peut-être pensant d'être obligés de vous inscrire comme groupe de l'ABS. Ils n'ont rien compris de c'est quoi le rôle des gens du communautaire. Et ce que Québec solidaire dit depuis toujours, c'est que nous, on augmenterait actuellement, je pense que c'est autour de près d'un demi-million pour répondre aux besoins actuels. Mais les besoins de la population, ils se développent de plus en plus. Plus le gouvernement coupe d'un service public, plus les groupes communautaires ont un rôle fondamental à jouer. Alors, nous, à Québec solidaire, ça serait un soutien de 1 demi-milliard de dollars. J'ai dit 1 demi-million, je voulais dire 1 demi-milliard de dollars en soutien aux missions des groupes communautaires. Alexandre, quelle place, selon vous, occupe le communautaire, en fait, dans notre société? Bien, vous le savez, il occupe une place extrêmement importante. Il s'occupe autant des jeunes que des personnes âgées, que des mères monoparentales. Donc, dans le comté de Papineau, mais partout au Québec, offre un service là, d'appoint à ce qu'on offre au gouvernement essentiel, là, plus qu'essentiel. Donc, je pense que les manifestants ici aujourd'hui feront bien de manifester pour revendiquer leurs droits. Il faut savoir que le gouvernement, dans les dernières années, on n'a pas fait aucune coupure au niveau des organismes communautaires. Là, on serait peut-être dû de revoir pour hausser et bonifier le financement pour les organismes communautaires. On n'avait pas la marge de manœuvre pour le faire avant. On a fait le ménage chez nous, on a fait le ménage dans nos finances. Alors, il faudra voir ce qu'on peut faire. Le mécontentement, les revendications qu'on met de l'avant aujourd'hui, vous les comprenez, ces gens-là? Absolument, absolument. Puis j'ai plusieurs amis qui travaillent dans des organismes communautaires. Je sais qu'ils font du travail exceptionnel. C'est important qu'ils soient valorisés. C'est des emplois importants chez nous. Donc, on comprend leurs revendications, puis on comprend également le service qu'ils offrent. Il faut savoir qu'il y a du ménage qui a été fait parce qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de dédoublements dans le service qui était offert dans certains organismes communautaires. Il fallait s'assurer qu'il n'y ait pas trop de dédoublements pour éviter que s'entrecroisent les services. Comment ils pouvaient aussi, par exemple, occuper les mêmes locaux. Je sais que ça se fait dans mon comté à Papineau. Plusieurs organismes partagent les mêmes locaux pour éviter des frais supplémentaires. Je pense qu'il y a un effort qui a été fait à ce niveau-là de leur part. Et en terminant, le gouvernement du Québec, en ce moment, n'a rien à se reprocher par rapport aux organismes communautaires autonomes dans la province? Bien, là, on est en mode écoute, puis on écoute les besoins des organismes communautaires. Je le mentionne encore, il n'y a eu aucune coupure au niveau des organismes communautaires dans le financement. Est-ce qu'on pourrait bonifier? Mais je pense que c'est à regarder sérieusement. Il fait chaud à Québec pour l'action communautaire! En fait, le CRIO, c'est le collectif régional de lutte à l'itinérance en Outaouais.
Donc, le collectif est un regroupement de plusieurs organismes qui, eux, offrent des services ou de la lutte à l'itinérance, donc soit de l'hébergement ou de l'accompagnement pour des gens qui sont en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Donc, c'est plus un regroupement qui est là pour la défense de droits collectifs, puis pour la mobilisation puis la représentation des organismes membres. Et outre le CRIO, il y a d'autres organismes de l'Outaouais qui nous ont suivis jusqu'ici à Québec. Peut-être en nommer quelques-uns. Outre le CRIO, il y a aussi eu le BRA, qui est le Bureau régional d'action SIDA. Il y a eu le CIPTO, qui est le Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie d'Outaouais. Le regroupement en Outaouais a été organisé par la TROCAO, qui est la table régionale des organismes communautaires autonomes en Outaouais. Il y a aussi plusieurs personnes de plusieurs autres organismes. Donc, en fait, on a été quand même une bonne délégation. On a rempli 2 autobus quand même pour venir jusqu'ici aujourd'hui. Et là, vous venez de faire une chaîne humaine. Ça représente quoi, cette chaîne-là? Donc, en fait, la chaîne humaine, c'était surtout dans le but de montrer un peu notre solidarité avec la population puis de promouvoir les revendications de la campagne. Donc, qui sont justement le meilleur financement, la reconnaissance, l'autonomie et la justice sociale. L'utilité de faire une chaîne humaine autour d'ici, c'est en fait de montrer aux gens qui sont à l'intérieur de l'Assemblée nationale notre présence, notre solidarité et notre volonté de justement pousser ces revendications-là. Comme vous pouvez le constater, journée très importante dans le monde communautaire. C'est finalement plus de 5000 personnes qui se sont déplacées dans la capitale provinciale. L'organisme qui organisait l'événement, ici en Outaouais, la TROCAO, indique être très contente de la participation des organismes. Pour plusieurs, c'était une première expérience de manifestation. Reste à voir si les revendications auront un impact chez les libéraux. Aucun élu n'a pris la parole devant la foule de manifestations durant la journée. On vous rappelle que les élections au Québec auront lieu l'an prochain, donc il y a bien des choses qui peuvent se passer d'ici ce temps-là. Voilà, c'était notre couverture des événements. On revient dans notre région maintenant. Voici la chronique culturelle avec Jessie Laflamme. Jessie Laflamme, un beau bonjour. Bonjour Mathieu. Comment ça va? Très bien, toi? Ça va super bien, moi aussi. Un incontournable à chaque année, oui. Les Journées de la culture. Et comme à chaque année, bon, il y a des activités qui se déroulent chez nous à Buckingham, dans la MRC de Papineau et dans tout le Grand Gatineau. Oui, ça se déroule. En fait, ça se déroule partout au Québec, comme tu l'as déjà dit. C'est toujours la dernière fin de semaine de septembre. Et encore cette année, on a une brochette d'activités incroyables. Il y a notamment à la librairie Rosemary, c'est des inconditionnels. Chaque année, ils organisent quelque chose. Cette année, ils lancent leur club de lecture avec Carole Lavoie, qui est une auteure jeunesse qui vient de l'Ange Gardien. Elle a plusieurs de romans à son compte. C'est un auteur jeunesse. Et les gens vont être invités, dans le fond, c'est un club de lecture, donc à discuter de leur œuvre littéraire préférée, discuter de livres. Et ça se déroule samedi. Il y a aussi les cercles de fermières de Buckingham et de Masson-Angers qui font chaque année aussi une exposition d'artisanat. Ça se déroule encore cette fois-ci. On a dans le Grand Gatineau une visite de cimetière qui est quand même pas rien parce que la culture, quand même, on le sait, c'est large. Il y a aussi le Musée canadien de l'histoire qui va mettre en vedette ses archives. Il sera possible de les explorer. Il y a aussi la ferme Moore de Gatineau où il y aura des chants avec le chœur classique de l'Outaouais. Si on se déroule un peu du côté de la MRC Papineau, on a Cinéma Boule qui offre une diffusion du film Le Déserteur, activité originale de la danse en ligne sur le parvis de l'église à Duhamel. Bien hâte de voir. Aussi, il y aura la Société historique de Saint-André-Avelin qui va lancer c'est un livre, en fait, c'est Les gens d'ici se racontent, c'est le volume 9. Et c'est vraiment, je vais y être parce que j'ai eu le plaisir d'écrire un peu sur ma grand-mère maternelle. OK, d'accord. C'est vraiment les gens là, qui restent, qui racontent l'histoire de leurs aînés. Il y en a plusieurs personnes qui étaient appelées à écrire. Oui, c'est ça. Chaque fois, c'est super intéressant. J'ai bien hâte de voir. On va te lire, certainement. Oui, et il y a la galerie d'art Michel Solar aussi qui fait des visites guidées de son atelier pour découvrir la céramique. Donc, c'est des durées de 60 minutes. Donc, comme vous voyez, une panoplie d'activités. Il y en a aussi à Acantley, à Val-des-Monts. Pour tout savoir, vous pouvez visiter le www.journéedelaculture.qc.ca. Journée prend un S. Oui, vraiment plusieurs activités. Puis, inquiétez-vous pas si, peut-être quand vous allez nous écouter, les activités seront déjà passées parce qu'on est diffusé souvent
la semaine d'après, tout au long de la semaine, soit sur ma TV Outaouais ou ici à TVC Basse-Lièvre. Mais inquiétez-vous pas, ça revient à chaque année, ces journées de la culture. Oui, là. comme ça, on peut déjà prévoir l'année prochaine, Ouais. la fin de semaine de septembre, s'il y a des activités qu'on a aimées, qu'on a manquées. C'est vrai. Tu nous parles maintenant, Jessie, de la tournée des créateurs de la Petite Nation. Oui, ça aussi, c'est une activité qui se déroule là, en fin de semaine, donc du 29 septembre au 1er octobre. Et c'est une activité qui, avant, se déroulait à la Fête du travail. Mais cette année, ils ont décidé justement de se greffer. Ça a été déplacé. Ça a été déplacé, de se greffer aux Journées de la culture. Ils trouvaient OK. que ça cadrait plus avec la thématique. Et en fait, c'est une dizaine d'artistes, de créateurs de la Petite Nation qui se réunissent dans 3 pôles différents, dont un Tourceau, un à Montpellier également. Donc, aquarelliste, peintre, dentelière. Il y a même un artiste invité, Frédéric Drolet, qui fera du soprano, qui fait de l'opéra finalement. Donc, c'est vraiment l'occasion d'entrer dans leur atelier, de les découvrir. C'est des belles visites. Et pour avoir toutes les informations, c'est le www.créateurdelapetitenation.com et créateur prend un S également. On vous rappelle que l'humoriste Philippe Bande sera chez nous à la salle Desjardins au mois d'octobre. Oui, et plus précisément le 13 octobre, Philippe Bande 2. En fait, c'est le titre de son spectacle et la raison est très simple, c'est que c'est son 2e spectacle et il en profite pour faire un bilan de sa première tournée et de sa vie en général, le tout en anecdote, comme on le connaît si bien. Donc, rendez-vous à ne pas manquer et pour avoir des informations, www.salledesjardins.ca. Et qui dit mois d'octobre dit Halloween. Oui. Ça s'en vient bientôt. Il y a 2 activités dont tu aimerais nous glisser un petit mot. Premièrement, Halloween au village. Ça remplace en fait Buckingham en fête. Ben oui, Buckingham en fête avec la pluie diluvienne qu'on a connue l'année passée, malheureusement, a dû annuler Buckingham en fête. Halloween au village reste, par exemple. On sait, c'est un succès chaque année. Oui. Un très grand succès même. Cependant, on n'a pas tous les détails encore. On va vous revenir dans les prochaines chroniques parce que, évidemment, là, ils ont annoncé que Buckingham en fête n'était plus, mais Exactement. ils n'ont pas tout dévoilé. Ils nous gardent un peu en haleine là, pour savoir ce qui s'en vient. Donc, on va revenir, c'est certain. Ça reste une très belle activité à faire en famille. Et il y a aussi une activité d'Halloween qui se déroule du côté de Ripon. Oui, en fait, c'est plus une fête de récolte. Ça s'appelle le bal des citrouilles. C'est une tradition. Ça se déroule toujours à l'Action de grâce. Et, évidemment, la chance de rencontrer des producteurs locaux. Il y a aussi des sculptures en foin. Plusieurs activités, donc, à mettre à visiter, à voir. Et ça se déroule, là, il y a un concours de citrouilles aussi, d'habitude. Ça se déroule à Ripon, au marché public. Pendant la fête de l'Action de grâce. Jessie Laflamme, ça fait le tour. On se revoit dans 2 semaines. Oui. Merci beaucoup. Mais merci à toi. La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. François Croteau, bonjour. Bonjour Mathieu. Toujours un plaisir de t'accueillir en studio ici. Merci. On commence tout de suite au football. Les Tigres rebondissent contre Selwyn House. Oui, on sait qu'après la défaite qu'ils avaient subie là, contre les représentants d'Albevio, ils rencontraient justement Selwyn House et ça a été une victoire quand même assez facile de 31-14. Sauf que si on se fie aux commentaires de l'entraîneur Michel Leroy, lui, il n'était pas satisfait. Ah non? Non, parce que l'équipe a mis du temps à démarrer. L'exécution n'était pas au rendez-vous. À preuve, c'est qu'à la mi-temps, le pointage était égal, 13-13. Okay, les choses ont évolué en deuxième demi. On a remonté ça par la suite. Oui, c'est ça. La deuxième demi a été à sens unique, mais c'est ça. Pour lui, premièrement, il faut mettre ça en contexte. En contexte. La semaine dernière, il faisait assez chaud. Oui, c'est sûr. Alors, lorsqu'on pratique sur un terrain de football à 40 degrés avec la pas toujours évident c'est pour pas les évident. joueurs. Sauf que lui, il dit, il faut qu'on se prépare pour toutes les rencontres parce que la compétition est supérieure cette année. Alors, c'est son cheval de bataille. Et moi, je suis sûr qu'il regardait un peu au-dessus de ce match-là parce qu'on sait que le 6 octobre prochain, ils vont rencontrer justement, c'est le match revanche contre Dalbivio, ceux qui n'auront infligé cette défaite-là. La fiche des Tigres est donc de 3 victoires et 1 défaite. Il reste 2 matchs
à la saison régulière. Après ça, ce sera les éliminatoires. C'est sûr que les commentaires de quelqu'un qui a vu le match et les commentaires du coach lui-même ne sont pas toujours les mêmes. Oui, effectivement. Ouais. Au hockey, maintenant, tu nous parles des résultats de l'affrontement contre les Flames et les Cobras de Terrebonne. Oui, c'était hier soir, jeudi soir, là, au centre sportif. Et on sait que c'était peut-être le premier gros test. Là. On sait que l'équipe va bien cette année du côté des Flames. Rencontrer Terrebonne, c'est toujours... l'équipe n'avait aucune défaite. Ça s'est soldé par une défaite de 7-3, malheureusement, pour les Flames. Puis je peux vous dire, là, jusqu'à la toute fin de la deuxième période, le pointage était 4-3 en faveur de Terrebonne. Donc, c'était un match serré. Les deux équipes allaient bien. Là, il est arrivé quelques changements du côté de Terrebonne. L'arbitre est intervenu. Le coach est choqué un peu. On dirait que ça a complètement déconcentré à peu près tout le monde qu'il y avait dans l'aréna, même les joueurs. Et les Flames ont malheureusement écopé de 2 punitions successives à la fin de la deuxième période. Et en quittant la glace, disons que les esprits étaient échauffés. Ils ont reçu aussi une mineure de banc. Lorsque toutes les punitions se sont terminées en troisième période, le pointage était rendu 7-3. Ça, il va falloir corriger ça parce que c'est pas acceptable. Il faut être plus fort que ça. Comme on dit, le mental, certainement, c'est vrai. Ça fait défaut de ce côté-là. Rapidement, on avait montré le classement la semaine dernière. On va parler aussi des joueurs qui se sont mis en évidence depuis le début de la saison. On y va avec, au niveau des pointeurs, Philippe Pelletier-Leblanc qui a 11 buts. Quand même là, en 7 rencontres là, pour 15 points. C'est un bon début de saison. Joey Brennan, le capitaine, 1 but, 12 passes, 13 points. Jacob Tremble et William Blackburn, 5 buts, 6 passes pour 11 points. Du côté des défenseurs, Marc-André Grouvreau, très bon début de saison, 2 buts et 8 mentions d'aide. Et du côté des gardiens de but, Charles-Olivier Rancourt présente une moyenne de points de buts accordés, points mérités, c'est au baseball, à 4,85. Et Mathieu Marquis, le deuxième gardien, une fiche de 4,46. Alors, ça va quand même bien là, du côté des Flames. Ils sont quand même deuxièmes au classement. C'est à suivre. Et en terminant, on va jaser de course à pied. Il y a des recommandations pour adapter le parcours là, en fonction de l'âge des enfants quand les parents courent avec eux. Oui, on sait que c'est une nouvelle tendance, la course en famille. Cependant, puis ça ne vient pas de moi, la Fédération québécoise d'athlétisme recommande les distances suivantes. Ça, c'est peut-être bon de les prendre en note. 7 ans et moins, c'est maximum 1 km le parcours. De 8 à 11 ans, on y va pour des parcours de 2 km. 12-13 ans, c'est 3 km, 14-15 ans. Puis là, on pense que ça court tout le temps, ces jeunes-là, mais 14-15 ans, 5 km. En français, là, c'est 3000. Et 16-17 ans, là, on peut commencer dans les courses plus longues à 10 km. Et puis après ça, dépendant du niveau d'entraînement, on peut y aller. Et un autre moyen aussi, si on voit que les jeunes ont de la difficulté, utiliser le vélo avec les parents qui courent. Ça fait le tour des sports, François. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. À la semaine prochaine. Oui. C'est ce qui complète notre émission aujourd'hui d'Infomag, notre émission spéciale. À la semaine prochaine, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres.